Donc reprise ici des éléments du TP et fin du chapitre 1. Donc le TP sur les origines des stromatolites, il fallait se poser la question comment les cyanobactéries forment-elles des dépôts calcaires appelés stromatolites. Et vous y avez répondu en pratiquant à la fois de l'hexao et du microscope. Vous avez démontré que les cyanobactéries réalisent la photosynthèse grâce à leurs pigments qui captent la lumière, et ceci par hexao. Vous avez montré qu'il y avait production de dioxygène à la lumière, que les cyanobactéries précipitent la calcite. En effet, vous avez observé au microscope des cristaux de CaCO3 qui sont jaunes, orangés ou rouges. Voilà l'observation microscopique que vous avez dû réaliser. Et enfin, vous avez mis de l'acide chlorhydrique pour montrer ce même élément, à savoir que les cyanobactéries précipitent la calcite, puisqu'il y a une effervescence de cette calcite grâce à l'aide à l'acide chlorhydrique. Vous en avez conclu que l'activité photosynthétique des cyanobactéries est responsable de la formation de calcite constitutive des stromatolites. On peut se demander maintenant si les êtres vivants sont responsables d'autres évolutions atmosphériques, ce qui nous amène au grand B, vie primitive et cycle du carbone. Donc on se replace par rapport à ce qu'on a vu dans l'introduction. Ce document de la page 88 vous explique comment le CO2 peut être transformé. On retrouve ici des équations qui sont intéressantes à retenir. Vous avez l'idée de condensation de l'eau, ça c'est un processus qui se fait sans les êtres vivants, de CO2 qui est dissous, de CO2 atmosphérique qui est soluble. Donc la dissolution, c'est un passage de carbone de l'atmosphère à l'hydrosphère. Vous avez l'altération des roches, qui est un passage de l'atmosphère à l'hydrosphère également. L'altération consomme du CO2, comme le démontre cette équation que vous copierez dans votre cours, comme les éléments que je vous donne oralement. Vous pouvez y ajouter cette équation qui est la précipitation des carbonates que vous avez vu réaliser par exemple par les cyanobactéries. Celle-ci libère du CO2 puisqu'on a le CO2 cette fois dans ce dernier membre. Alors si on réalise un bilan carboné, on a une consommation de 2 CO2, une libération de 2 CO2, donc bilan global, consommation d'une molécule de CO2. On retrouve ici des expériences liées à la formation du stromatolite. Les lamines claires de ce stromatolite correspondent à du calcaire. Les lamines sombres à de la matière organique issue de la photosynthèse. On a donc à certains moments des périodes défavorables à la photosynthèse, à d'autres moments des périodes favorables à la photosynthèse. Donc un deuxième mécanisme responsable de la consommation de CO2, c'est la photosynthèse. Ici vous avez des végétaux fossilisés. On est donc dans l'idée de biosphère, des végétaux à l'époque qui ont très peu de consommateurs et donc qui vont être conservés dans les sédiments, formant du charbon par exemple à l'époque du Carbonifère, parce que sur Terre beaucoup de charbon s'est formé. Au niveau de l'atmosphère, on a une augmentation du taux de dioxygène grâce à cette photosynthèse importante et une diminution du CO2 bien sûr au même moment. Et donc ceci se passe au Dévonien et au Carbonifère, le Carbonifère étant le maximum de développement de fougères arborescentes, etc. Et peu d'animaux. Donc on a un échange de la biosphère vers l'atmosphère.
la flèche ici indiquant agit sur. Un écosystème en équilibre a un bilan de 0, c'est-à-dire qu'on a autant d'entrées que de sorties. Par contre, l'écosystème au Carbonifère, avec beaucoup de végétaux, a un bilan négatif pour le CO2, car il n'y a pas ou peu de décomposition, c'est-à-dire de restitution à l'atmosphère de CO2, mais au contraire, il y a fossilisation, formation de roches carbonées. Donc, les roches carbonatées, le calcaire vu précédemment, et ici les roches carbonées, comme le charbon et le pétrole, sont des réservoirs de carbone. Vous ne voyez pas la phrase, il faut l'ajouter ici, égale réservoir de carbone. On revient au schéma que l'on avait vu dans le grand 1, avec l'évolution des taux de CO2, de diazote et de dioxygène. Vous avez donc une première cause d'arrivée de dioxygène, mais pas tout de suite dans l'atmosphère, puisqu'il va d'abord être piégé dans les roches sous forme de fer rubané. Et puis, quand tout le fer aura été oxydé, l'oxygène va pouvoir être libéré dans l'atmosphère. Et donc, on pense qu'à partir de 1,8 million d'années environ, 1,8 milliard d'années, pardon, il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc la transformation de l'atmosphère est la conséquence notamment du développement de la vie. Voilà qui termine ce premier chapitre. Merci.